Après, je te le rends. Ouais. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session des midis numériques du collectif. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'identification primaire. Petit rappel d'usage, nous sommes en mode webinaire, donc le micro et caméra sont coupés par défaut. On a la possibilité, le cas échéant, de vous activer ces fonctionnalités-là, mais je vous invite à utiliser les onglets chat et questions pour interagir avec nous. Je vous signale également que cette session est enregistrée. Le replay sera disponible immédiatement à la fin de cette session sur le même lien et puis en léger différé sur la chaîne YouTube du collectif. Vos interlocuteurs, aujourd'hui, il y a Manuela Ollier, qui est également animatrice du GRIV, et moi-même. Nos collègues Nadège et Mehdi s'excusent pour leur absence du jour. De quoi allons-nous parler? Eh bien, donc, on est dans le cycle de l'identito-vigilance qui a bien avancé. Aujourd'hui, un focus sur l'identification primaire, un petit temps de questions-réponses, et puis une rapide conclusion. Les prochains rendez-vous, donc voilà le cycle auquel vous avez pour la plupart participé déjà aux précédentes sessions. On est aujourd'hui sur, encore une fois, l'identification primaire. La semaine prochaine, l'identification secondaire, à la même heure, toujours à 12 heures. Et puis, je vous signale également qu'on organise un temps donc à 13h30, donc toujours dans le cadre des midis numériques, sur mon espace santé avec l'ANS, où on va parler donc de l'espace santé, mais pas côté citoyen, côté établissement. Donc, c'est comment je vais pouvoir, en tant qu'établissement médico-social, travailler avec l'espace santé de mes usagers, de mes résidents. Et à partir de la rentrée, on enchaîne sur un autre cycle, l'acculturation en général, le numérique dans son ensemble, et on poursuit sur certaines actions sur la cybersécurité et l'authentification. Et donc, en avant-première, je vous annonce le premier du 4 janvier sur les métiers du système d'information. Et donc, je vais te laisser la parole et laisser le partage, Manuela. Merci à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Tu peux me confirmer, Philippe? Oui, c'est bon, parfait. Ok, parfait. Alors, normalement, vous devez voir arriver mon écran. Parfait. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pour parler cette fois-ci d'identification primaire. Donc, pour mémoire, le référentiel national d'identito-vigilance est le premier texte réglementaire opposable à tous qui traite de la fiabilisation de l'identification de l'usager. Il a été rédigé grâce à l'arrivée de l'identité nationale de santé qui demandait un socle réglementaire de bonnes pratiques. Deux volets de ce RNIV vous concernent. Le volet 1 qui concerne tous les acteurs et le volet 3 qui va décrire la mise en œuvre dans ce qu'on appelle les structures non hospitalières, donc les établissements médico-sociaux en particulier. Ce RNIV, il a un périmètre très large et on a parlé la dernière fois de l'INS, des bonnes pratiques de gouvernance, pardon. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux bonnes pratiques d'identification primaire et évidemment aux bonnes pratiques de gestion de l'INS. Alors de façon assez générale, on ne peut pas, dans le temps qui nous est imparti, faire des choses très détaillées, mais nous organisons, on va replanifier des sessions pour 2022 de présentation détaillée de l'INS et du RNIV. Donc, ces bonnes pratiques d'identification primaire, quelles sont-elles? Tout d'abord, c'est la manière de recueillir l'identité. L'identité se recueille toujours par question ouverte. On préfère dire quelle est votre date de naissance, quel est votre nom, quel est votre prénom, plutôt que vous êtes bien Monsieur Dupont. Alors, pourquoi on fonctionne comme ça? Parce que les usagers, ils peuvent mal comprendre, ils peuvent être
parfois entendre moins bien hein, parce qu'ils vieillissent, ils n'osent pas le dire parce que c'est un handicap, et du coup, ils vont vous dire oui, peut-être que ce n'était pas Monsieur Dupont, c'était Monsieur Durand. Avec une question ouverte, on n'a pas de souci. S'il vous répond oui, vous savez bien que ce n'est pas sa date de naissance, par exemple. Donc, première bonne pratique, interroger l'usager par question ouverte. Deuxièmement, une fois qu'on a recueilli l'identité de l'usager à l'oral, il faut le rechercher dans le dossier de l'usager informatisé pour le prendre en charge finalement et traiter son dossier. Alors, il y a également des règles de bonne pratique de recherche d'une identité. On dit toujours qu'il faut commencer par taper la date de naissance en premier critère et compléter éventuellement par le début du nom ou du prénom si votre base d'identité était très importante pour diminuer les temps de recherche. Alors, pourquoi on dit la date de naissance en premier critère? Tout simplement parce que notre œil distingue plus facilement des lettres différentes que des chiffres différents. Je vous ai mis 2 exemples ici. Dans le premier exemple, on cherche par le début du nom et du prénom. Et effectivement, il faut qu'on décide entre les 2 usagers proposés en étudiant les chiffres de la date de naissance. Et vous voyez que c'est beaucoup moins évident. Par contre, dans le deuxième exemple de recherche, j'ai choisi de rechercher l'usager par date de naissance. Et vous voyez que tout de suite, sans un effort d'attention particulier, on va pouvoir distinguer très facilement Dupont-Marc d'Oliver Manuela. On a cherché notre identité. L'usager, il se trouve que c'est la première fois qu'il vient, on ne le connaît pas, on fait une préadmission ou une admission, s'il n'y a pas de pratique de préadmission chez vous. On va donc créer l'identité. Et là aussi, il y a des règles de création de l'identité qui sont à respecter. Ces règles, elles ont été proposées pour sécuriser l'utilisation de l'identité nationale de santé et pour sécuriser l'identification de l'usager. Vous voyez qu'il faut renseigner un certain nombre d'éléments qui vous paraissent peut-être importants, en particulier le lieu de naissance, parce que c'était un trait qui n'était pas obligatoire jusqu'à la parution du RNIV, ni dans le médico-social, ni dans le sanitaire. Pourquoi on a imposé ces 5 traits à saisie obligatoire? Tout simplement pour avoir d'emblée une identité assez riche et ne pas faire d'erreur quand on va venir retravailler dessus. Donc les traits obligatoires sont le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, je précise toujours de l'état civil et pas de la sécurité sociale parce qu'elles peuvent être différentes, le sexe et le lieu de naissance. Évidemment, votre DUI va vous proposer un libellé pour le lieu de naissance, mais ce qui est très important, c'est le code géographique officiel de ce lieu de naissance. Et le RNIV vous dit aussi, pour les usagers qui sont éligibles, il faut faire appel dès que possible au téléservice INSI pour récupérer l'identité nationale de santé. Et donc, une fois si cet appel est un succès et que le téléservice vous propose une identité, à ce moment-là, vous remplacez votre identité locale par l'INS et cette identité sera donc enrichie puisqu'elle va s'enrichir de la liste des prénoms de naissance, du matricule INS et de son identifiant technique qu'on appelle l'OID. Il y a également 2 traits complémentaires. Alors, les traits complémentaires, ce sont des traits qui sont plus variables dans le temps, mais qui apportent, qui enrichissent l'identité. Ces 2 traits complémentaires qui ont été mis à l'honneur dans le RNIV, ce sont le nom utilisé. Le nom utilisé, c'est celui qu'on utilise dans la vie courante. Et le prénom utilisé, c'est celui finalement que l'usager choisit de porter. Ce n'est pas obligatoirement le premier prénom. Et ça peut même être un prénom, parfois, qui n'est pas sur une pièce d'identité. Je pense en particulier à des gens qui auraient des prénoms tout à fait français et qui préféreraient se faire appeler par l'équivalent basque ou ça arrive en Nouvelle-Aquitaine en particulier, c'est assez fréquent. Le RNIV vous dit, si le nom utilisé et le prénom utilisé sont différents du nom de naissance et du premier prénom, à ce moment-là, il faut obligatoirement les saisir. Mais il faut les saisir, évidemment, dans des champs spécifiques de votre système d'information. Vous aurez un champ premier prénom et on mettra le premier prénom. Vous aurez un champ prénom utilisé et on mettra à ce moment-là le prénom utilisé. Le RNIV décrit également les règles de saisie qui doivent être utilisées pour créer une identité. Donc, tout en majuscules. Pas de caractères spéciaux ou diacritiques, donc pas d'accent, pas de cédille.
On conserve les tirets et les apostrophes s'ils sont présents dans les noms ou les prénoms, et on n'utilise jamais d'abréviation. Alors pourquoi on n'utilise pas d'abréviation? Parce que l'abréviation, ce n'est pas une identité officielle, et on risquerait d'avoir des discordances avec l'INS, et on risquerait également de créer des doublons, parce que la personne qui veut travailler sur l'identité ultérieurement va peut-être pas utiliser la même abréviation pour chercher l'identité, donc elle ne va pas la trouver, et donc on va créer un doublon. Il y a des éléments, on va arriver à des éléments qui sont très importants du RNIV. On va parler des statuts et des attributs. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer d'être clair. Le RNIV impose l'utilisation des statuts de l'identité. Ces statuts, ils renseignent l'utilisateur sur le niveau de confiance qu'on peut accorder à l'identité. Il y a 4 statuts qui ont été définis. Le statut identité provisoire, qui est le statut par défaut d'une identité qu'on crée par saisie locale. Si on peut vérifier la cohérence de cette identité numérique créée avec l'identité présente sur une pièce d'identité, alors cette identité peut acquérir, sur action manuelle de l'utilisateur, le statut identité validée. Ces 2 statuts ne renseignaient pas sur la présence d'une identité nationale de santé. Il y a donc 2 autres statuts. Le statut identité récupérée, qui correspond à une identité qui a été récupérée dans le système d'information par interrogation du téléservice, et donc qui a remplacé les traits locaux. Mais la cohérence de cette identité n'a pas été contrôlée par rapport à une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Le statut vers lequel il faut tendre, c'est le statut identité qualifié, qui est le statut de plus haut niveau de confiance et qui correspond à une identité nationale de santé qualifiée, donc qui a été récupérée par interrogation du téléservice INSI et dont la cohérence par rapport à l'identité présente sur une pièce d'identité a été vérifiée. Ce statut identité qualifié, c'est le seul statut qui permet d'utiliser le matricule INS et son OID, et donc c'est ce statut qui permettra d'alimenter l'espace numérique de santé du patient, mon espace santé, ou le DMP. Les statuts de l'identité, ça nous apporte déjà pas mal de renseignements. Maintenant, dans certains cas, on a besoin d'avoir d'autres types de renseignements, d'avoir des renseignements supplémentaires. Et c'est pour ça que le RNIV recommande l'utilisation d'attributs de l'identité. Et il a mis à l'honneur, il a fait un focus sur 3 attributs. L'attribut identité douteuse, qu'on doit utiliser si on a un doute sur l'identité alléguée par l'usager. L'attribut identité fictive, qui est à utiliser par exemple dans des situations d'anonymat, par exemple la prise en charge des toxicomanies, et l'attribut identité homonyme, qui est lui utilisé pour attirer l'attention de l'utilisateur finalement sur la présence d'identités proches dans le DUI. Les 2 premiers attributs, douteux et fictifs, interdisent l'appel au téléservice INSI, et ça sera informatiquement interdit dans vos DUI, ça a été demandé aux éditeurs, et ne peuvent être liés qu'au statut identité provisoire. Pour l'attribut homonyme, évidemment, il peut être lié à tout type de statut et permet l'appel au téléservice. Alors, après ces recommandations de bonne pratique et exigences, en pratique, comment ça va se passer ? Votre outil va évoluer, ça on l'avait déjà vu dans le 2e webinaire, mettre en œuvre l'INS, et une fois que vous aurez un DUI compatible INS ou la version INS de votre DUI, vous allez appeler le téléservice, soit quand le patient qui n'est pas connu viendra, il n'est pas connu, on crée son dossier, à ce moment-là on profite de cette venue pour appeler le téléservice, ou alors vous avez un usager qui est connu, qui est pris en charge, mais il n'a pas d'INS, donc la première fois que vous le revoyez, qu'il revient, vous ferez appel au téléservice. Vous contrôlerez la cohérence de l'INS qui vous est proposé par le téléservice par rapport à une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Je vous ai mis la liste sur le support et je ne la répète pas. Et ensuite, du coup, appel au téléservice, contrôle de cohérence, vous aurez une identité nationale de santé qualifiée. Il y a quelques cas particuliers qu'il faut connaître, alors peut-être pas par cœur, mais il faut le garder à l'esprit, où on ne doit pas utiliser l'INS.
Donc, si on a une identité au statut douteux ou au statut fictif, je viens d'en parler, dans les cas légaux d'anonymat, ça c'est bien précisé dans le référentiel INS, et dans certains cas d'identité particulière. Il faut savoir qu'il y a certains usagers, alors ce sont des usagers qui sont nés à l'étranger, ils n'ont pas de date de naissance dans la base d'état civil. Ou alors ils n'ont pas de nom, ou alors pas de prénom. Et ça, sur la carte d'identité, par exemple, pas de nom ou de prénom, on verra des X à la place, ou on verra un champ vide. Pour la date de naissance, soit la date de naissance ne comporte que l'année, soit elle comporte le mois et l'année, soit elle comporte le jour et l'année. Dans ces cas-là, sur les pièces d'identité, on peut trouver des choses hétérogènes, on peut trouver des XX, des 00, on peut trouver 3112, on peut trouver 0101. Mais vous ne pourrez pas récupérer l'INS pour ces usagers. Pourquoi? Parce que dans la base nationale d'état civil, qui contient les identités nationales de santé, il y a le champ est vide. Et pour les dates de naissance, c'est 00. Et ça, ce n'est pas un format date et vos systèmes d'information ne vont pas le prendre. Donc, on attend des évolutions du téléservice, mais en attendant, pour ces usagers, ça n'est pas la peine d'essayer de récupérer l'INS parce que vous ne pourrez pas le faire. Alors, on a bien conscience que toutes ces choses, ce sont des nouvelles pratiques, ce sont des nouvelles règles et qu'on vous demande beaucoup de choses, alors que vous avez déjà beaucoup de choses à faire. L'idée vraiment, c'est de vous accompagner dans la démarche, à la fois nous au niveau régional, en vous proposant des fiches pratiques, en vous proposant des formations pour vos personnels, en vous proposant des accompagnements spécifiques et un appui au déploiement avec des conseils en organisation, par exemple. Et une fois que vous avez démarré, en mettant à votre service notre expertise sur les cas particuliers qu'on peut rencontrer dans les identités nationales de santé et dans les discordances avec une pièce d'identité. Mais vous êtes également accompagné par l'Agence nationale, l'ANAP, la signification de l'acronyme m'échappe, qui va vous proposer en début d'année prochaine, les documents partent aujourd'hui en test dans les établissements bêta-testeurs, des fiches métiers, des fiches thématiques, mais également des modèles de documents. Si les modèles proposés par l'ANAP n'étaient pas suffisants, la région prendra le relais pour vous proposer des modèles de documents complémentaires. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait vous proposer des webinaires de formation, donc INS, RNIV, plus détaillés, qui durent 1h30, donc on a vraiment le temps de rentrer dans le détail. Mais on vous proposera également des webinaires de formation pour vos personnels en identification primaire et également en identification secondaire, je le rappellerai lors de notre prochain webinaire. Je suis disponible pour répondre à vos questions et je vous ai mis, vous aurez dans le support de présentation pas mal de documentation. Donc, vous avez cette diapo-là, vous avez la documentation mise à disposition au niveau national. Il y a des liens hypertextes partout. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour télécharger le document. Et vous avez également ici tout ce qui est les outils qui sont mis à disposition par le GRIF, donc le groupe régional de santé, mais également par le réseau des référents régionaux en identitovigilance, le 3RIV. Voilà. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Je n'en ai pas vu. On n'a pas vu. OK. Et bien, du coup, je vais te relaisser la main, Philippe. Très bien. Je vais mettre mon mail dans le chat. Si jamais vous aviez des questions a posteriori, vous n'hésitez pas à me solliciter. Je vais vérifier une dernière fois. Bonjour et quelques remerciements. Écoutez, on va donc conclure, puisqu'il n'y a pas de questions particulières. Donc, encore une fois, voilà, pas mal d'informations pour suivre l'actualité du collectif. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'identification secondaire.
Je compte sur vous également pour nous aider, faire la promo de ces événements-là. On essaie de se limiter, de vraiment respecter le temps qu'on s'est promis. D'ailleurs, du coup, je vais conclure en vous remerciant de votre présence et encore une fois en comptant sur vous pour nous aider à faire connaître ce collectif et en particulier ces événements du midi. Un grand merci à tous et une bonne journée. Alors, attends, j'ai 2 questions. Philippe, j'ai 2 questions dans le chat. Alors, la première question, j'ai le temps de répondre? Oui, 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 prenons-le. Donc, oui. La première question, c'est concrètement, que veut dire consulter le téléservice INSI? En fait, il y a alors un téléservice, c'est une application informatique qui est mis en œuvre par le GIE Sésame Vital, qui est ceux qui s'occupent de la carte vitale. En gros, c'est sous la responsabilité de l'assurance maladie. Et ce téléservice, il va aller taper, interroger la base nationale d'identité. La base, alors c'est la base INSEE qu'on connaît, le répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP. Et aller interroger le téléservice, ça veut dire simplement que dans votre DUI, dans votre outil, votre éditeur va le faire évoluer. Au moment où vous aurez les écrans de création d'identité de vos patients, vous aurez un petit bouton en plus et il y aura écrit probablement INSI. Ils ont tous utilisé ça, les éditeurs. Vous cliquerez sur le petit bouton. Après, c'est complètement transparent pour vous. Ça se fait informatiquement. Et vous aurez un retour avec une identité qui vous sera proposée. Ou alors, vous aurez un retour qui vous dira « bah non, je n'ai pas d'identité qui correspond aux critères de recherche ». Ou vous aurez un retour qui vous dira il y a plusieurs identités qui correspondent, il faut préciser la demande. Donc, c'est le téléservice INSI, finalement, c'est à consulter le téléservice et appuyer sur le bouton du logiciel pour envoyer la requête qui concerne l'identité à la base nationale d'identité. Et ensuite, j'ai une deuxième question. Vous évoquez le DUI, mais l'accueil en établissement s'effectue sur le logiciel administratif. Leur évolution est-elle prévue? Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai évoqué le DUI, mais au sens large. Si vous faites l'accueil et la création de l'identité dans le logiciel administratif, c'est lui qui va devoir appeler le téléservice. Et après, je suppose que vous avez une interface informatique qui transmet cette identité qui est créée dans le logiciel administratif vers les logiciels métiers qui sont utilisés dans la structure. Et donc, à ce moment-là, l'INS sera transmis. L'INS doit être récupéré par le logiciel qui est en charge, finalement, qui est utilisé pour créer les identités. Voilà, j'ai répondu aux 2 questions, Philippe. Parfait. Il fallait le faire, il fallait le faire. Et je t'en remercie au nom de tous nos participants. Et donc, on se dit à la semaine prochaine. Allez, à bientôt, Philippe. Au revoir à tous.